Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Oui, Oui, ok, parfait. Ok. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci d'assister à ma présentation. C'est ça, comme Thomas disait, je m'appelle Marilyn Coury et je suis étudiante en deuxième année à la maîtrise en communication à l'UQAM. Bernard Motulski et Lily Lessard sont tous deux co-directeurs de ma recherche. Donc, ma présentation va porter sur mon projet de mémoire qui est intitulé Les enjeux de la communication du risque dans le cadre d'un projet de recherche. Donc, c'est une recherche action sur le rôle du professionnel en communication lors des phases de démarrage et de réalisation de la recherche. Donc, ma présentation, on va d'abord regarder ensemble le contexte, ensuite la problématique, la méthodologie et on va terminer avec la contribution à la recherche. Donc, dans le cadre de mon projet, je suis une équipe qui est composée de chercheurs, d'étudiants, de professionnels de recherche et de partenaires. L'équipe, elle est dirigée par Gwenaëlle Chailloux et d'ailleurs, plusieurs membres sont ici présents, donc Thomas, Bernard, Pascal. Donc, si vous les connaissez, vous savez que c'est une équipe qui est quand même assez multidisciplinaire. Donc, on a des chercheurs dans le domaine de l'environnement, de la santé, de la communication. Donc, c'est très diversifié. Leur étude est intitulée Osalis. C'est une expression qui est tirée du latin et qui signifie eau salée. Donc, leur étude a pour but d'analyser le phénomène de salinisation des puits côtiers situés au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Donc, si vous vous demandez c'est quoi exactement la salinisation, moi, je dois vous avouer que moi-même, je n'étais pas au courant de cette problématique-là avant de faire partie du projet de recherche. Mais si je vous disais qu'au Québec, l'eau potable est une ressource qui est menacée, est-ce que vous me croyez? Donc, l'eau douce, ça représente un enjeu qui est vraiment important au Québec. Les changements climatiques ont des impacts majeurs sur cette ressource qu'on considère vraiment précieuse. Entre autres, la hausse du niveau des eaux du Saint-Laurent, l'augmentation de la fréquence des tempêtes, les inondations, l'érosion jouent tous un rôle sur, dans le fond, le comment dire, la position eau douce, eau salée. Et c'est ce qui peut finalement contaminer les puits. Ici, moi, je suis plus visuelle, donc je vous ai mis des schémas. Ici, vous avez donc sur le premier à gauche un puits régulier. Donc, on voit vraiment que c'est juste de l'eau douce qui rentre dans le puits. Et ici, sur le deuxième, vous avez avec la hausse du niveau marin. Donc, on a vraiment un mélange d'eau douce et d'eau salée et c'est ce qui vient contaminer le puits. Donc, l'eau salée, c'est vraiment un problème qui est invisible. Ça se passe sous nos pieds, ça ne se voit pas, mais ça se goûte. Donc, l'équipe de recherche s'est donc demandé, est-ce que les citoyens des deux régions concernées, est-ce ils connaissent ça, est-ce qu'ils sont sensibilisés, informés et est-ce qu'ils comprennent cette problématique? Et c'est un peu comme ça que le projet Eau salée s'est né. Petite anecdote, en ce moment, pour moi, il est 20h48. Donc, je vous fais ma présentation en direct de la Grèce. Et puis, depuis que je suis arrivée, on nous raconte plein d'histoires super intéressantes sur la mythologie grecque. Donc, quand on pense à une inondation à l'époque, ben, c'était à cause d'un dieu qui était en colère et c'est ce qui provoquait l'inondation. Et puis, il y a quelques jours, j'ai fait un tour guidé de l'Acropole. Et puis, justement, notre guide nous racontait comme quoi, à l'époque, ils dédiaient tout le temps leur temple, donc le Parthénon, par exemple, à un dieu. Et là, ils ne savaient pas s'ils devaient choisir Poséidon, s'ils devaient dédier justement le Parthénon avec tous les autres lieux sacrés qui sont sur l'Acropole, à Poséidon ou à Athéna. Athéna qui est, elle, la déesse de la guerre et de la sagesse. Donc, notre guide nous racontait comme quoi, selon la légende, pour savoir, pour trancher à qui ils allaient dédier le temple, pour choisir si c'était Poséidon, ben, ils auraient planté un genre d'épée dans le sol et il y aurait de l'eau qui aurait jailli du sol. Mais par contre, c'était de l'eau salée.
Donc, ils se sont dit, ah, si Poséidon nous donne de l'eau salée, on n'est pas sûr qu'on va lui dédier l'Acropole et le Parthénon. Donc, ils se sont tournés vers Athéna, qui, elle, leur proposait les oliviers. Donc, avec l'huile d'olive, on sait qu'on peut faire de la nourriture, produits de beauté. Aussi, on pouvait allumer l'huile pour faire des bougies pour s'éclairer. Donc, vous avez deviné qu'ils ont pris Athéna et c'est de là le nom de la capitale de la Grèce, Athènes. Donc, je trouvais ça quand même intéressant, le parallèle qu'on peut faire avec la situation actuelle. Ça fait des siècles qu'on raconte cette histoire-là et ça fait des siècles qu'on considère que finalement, l'eau salée, elle est néfaste. Donc, si on revient au 21e siècle et au Québec, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, c'est 63% de la population qui s'approvisionne en eau douce avec leur propre puits. Pour vous donner une petite idée, c'est des résidents, des personnes que c'est leur deuxième résidence, des agriculteurs. Et encore une fois, j'ai une autre anecdote. Cette fois-ci, elle est tirée d'une entrevue qui est parue récemment à la Semaine verte. C'est une entrevue avec un agriculteur à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie. C'est un producteur laitier sur les grandes terres qu'on voit quand on passe proche de Kamouraska. Puis lui, dans l'entrevue, justement, il disait qu'il y avait, sous sa ferme, en fait, l'eau, elle était inutilisable. Il avait construit des puits dans les années 60, mais ils sont encore là. Mais le problème, c'est que l'eau, elle est salée. Donc, il disait justement dans son entrevue, c'est vraiment bizarre à dire, il y a de l'eau à volonté, mais il ne peut juste pas l'utiliser. Donc, si vous souhaitez savoir comment on procède pour analyser des puits, en fait, les chercheurs ont ciblé plusieurs municipalités et plusieurs puits, puis vont tester la qualité chimique de l'eau et le taux de sel qui est présent. D'ailleurs, plusieurs chercheurs que j'ai mentionnés plus tôt et qui étaient sur ma diapositive s'apprêtent à aller sur le terrain bientôt pour aller justement à la rencontre des citoyens et tester leurs puits. J'ai aussi prévu y aller avec Bernard, qui est ici présent, au mois de juin pour voir comment ça fonctionne justement, prendre quelques photos. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur nos médias sociaux, sur notre Facebook, sur notre site web et on va vous tenir au courant des développements. Donc, j'avais d'autres choses à dire. Souvent, quand je parle de mon projet de mémoire ou du projet où ça laisse à des connaissances, des amis, ils me demandent « Ah, ben, qu'est-ce que ça fait justement si on boit de l'eau salée? Est-ce que ça a un impact sur nous? » Donc, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis que souvent, les résidents, ils s'habituent au goût salé de l'eau et qu'une consommation d'eau salée est problématique, mais seulement pour des personnes qui doivent adopter un régime qui est faible en sel. Aussi, il peut avoir des impacts sur les infrastructures dans nos maisons, comme les tuyaux, les électroménagers, parce que ça peut corroder. Donc, maintenant que vous en connaissez un peu plus sur le projet Oussalis, je vais vous parler de manière un peu plus exhaustive de mon projet de recherche. Donc, avant de commencer, c'est important de savoir que mon projet, c'est une recherche-action. Pour ceux qui sont un peu moins familiers avec ce terme-là, c'est une méthode qui est orientée vers le changement. Qu'est-ce que ça veut dire orientée vers le changement? Bien, c'est une approche qui fait en sorte qu'on travaille ensemble, les chercheurs et moi-même, je suis une étudiante, une chercheuse et aussi responsable des communications au sein du projet. Donc, c'est ça, on travaille vraiment en collaboration ensemble et certains des chercheurs n'ont pas nécessairement les connaissances pour transmettre de manière claire en quoi consiste la salinisation des puits et ses enjeux et comment aussi on communique sur la tenue d'un projet de recherche et c'est ce qu'on va tenter de faire ensemble. Donc, si j'avais à vous décrire en quelques mots les principaux concepts de ma recherche, je dirais de retenir deux concepts. Donc, le premier, la communication du risque et le deuxième, la communication dans le cadre d'un projet de recherche. Je voulais aussi vous parler un peu plus de long en large de 4 concepts. Donc ici, le champ de la communication, je l'ai indiqué parce que ici, mon rôle consiste à transmettre un message vers un auditoire dans le cadre de ma recherche. Ensuite, le rôle du professionnel en communication.
mais mon projet, ça vise aussi à documenter le rôle du spécialiste en communication et son accompagnement dans le cadre d'un projet de recherche. Donc, retenons ici vraiment l'importance de coopération, de dialogue pour construire tous nos messages finalement. Ensuite, la communication du risque. Donc, ici, on est vraiment au premier balbutiement d'Osalis. Donc, il y a une certaine complexité de communiquer quand on n'a pas encore toutes les données ni les solutions. Donc, on est vraiment en phase de démarrage, on recueille encore les données. Et c'est pour cette raison, actuellement, qu'on peut juste diffuser des connaissances scientifiques vulgarisées et ça peut susciter certains questionnements parfois, étant donné qu'on n'a pas encore les résultats. Et finalement, la communication scientifique. Donc ici, on préconise vraiment une autre approche. Donc, contrairement aux méthodes habituelles qu'on peut, où les chercheurs ils commencent un peu en catimini leur projet de recherche, ils ne communiquent pas trop avec les médias, ici, on a préféré de communiquer dès le début du projet et de sensibiliser les chercheurs à cette facette de la communication. Pour ce qui en est donc de ma question de recherche, c'est de déterminer les enjeux liés à la communication du risque lorsque les données, les solutions et l'ampleur de la problématique sont encore à documenter. Ensuite, l'échantillon, vous l'avez déjà deviné, c'est une équipe qui est composée de chercheurs, chercheuses, d'étudiants, d'étudiantes, de professionnels de recherche et de partenaires. Et le milieu, vous commencez à bien le connaître, c'est le projet Osalis. Donc ici, je voulais vraiment vous entraîner plus précisément sur les différentes démarches qui ont été réalisées jusqu'à maintenant et ça va peut-être vous aider à comprendre un peu ma recherche. Donc, en premier, nous avons discuté tous ensemble, l'équipe et moi-même, sur le mandat de communication. Donc, finalement, le mandat qui nous a été confié était d'informer sur la tenue du projet de recherche et d'expliciter le phénomène de salinisation via des messages clairs, fondés et vulgarisés. Vous vous demandez sûrement, c'est on vise qui avec nos messages exactement? Outre les citoyens, la recherche vise également plusieurs institutions fédérales, provinciales, régionales, municipales et des associations. Donc, ça, c'était pour la première étape. Donc, une fois qu'on a déterminé c'était quoi le mandat, ici, on a réalisé une ébauche de plan de communication et on a décidé des outils à utiliser. Donc, on a décidé de faire un site web. Ici, je dis « on », mais c'est Bernard et moi-même qui avons beaucoup travaillé sur cet aspect-là et aussi en collaboration avec tous les chercheurs du projet également. Donc, comme je vous disais, un site web, un dépliant, des réseaux sociaux et des capsules. Donc ici, je vous ai mis notre logo Osalis en haut à droite. Vous avez également un exemple, une page de notre dépliant. Et aussi, pour réaliser les capsules, on s'est rendu à Rimouski l'été dernier avec Bernard justement et deux autres chercheuses du projet pour réaliser des capsules vraiment dans un cadre magnifique. Comme vous pouvez voir sur la photo, on était sur des plages à Sainte-Luce. Justement, si vous voulez voir nos capsules, elles sont sur notre page YouTube. Et puis vraiment, donc, les outils de communication, ils peuvent être consultés par tout le monde qui est intéressé. Et ils reprennent ultimement toute la même information, mais sous différents formats. Ensuite, une fois que tous nos outils étaient prêts, et on a validé auprès de l'équipe, auprès des chercheurs, on a organisé un lancement. Donc, comme vous pouvez voir ici à gauche, vous avez une publication qui a été faite pour le lancement. Ça a été réalisé en janvier cette année. Donc, ça a pris quand même beaucoup de temps là, pour réaliser tous les différents outils. Donc, pour le lancement, on a fait un texte, on a envoyé des photos justement au service des communications du risque, du RQM, les deux organisations qui ont subventionné la recherche, également aux deux universités qui sont impliquées, donc l'UQAM et l'UQAR.
Et puis, on a rédigé des publications sur nos médias sociaux. Et comme vous pouvez constater, ça a quand même porté fruit puisqu'on a eu une large diffusion quand même auprès des médias. Vous pouvez voir donc plusieurs articles publiés à Radio-Canada, des entrevues à Radio-Canada, des articles publiés à l'UQAM, à l'UQAR et même une petite capsule à la Semaine verte. Donc, on peut vraiment constater que les médias sont un peu plus alertes maintenant face à cette problématique. Et finalement, oui. Excuse-moi. 5 minutes, OK, j'ai presque fini. Ensuite, dernière étape, dès que les outils ont été lancés, on a recueilli les commentaires de l'équipe concernant les inconvénients, les avantages de nos différents outils et s'il y avait certaines modifications qu'on devait faire. Donc, en guise d'exemple, on a déterminé l'importance d'ajouter une ligne du temps sur notre site Web pour informer nos lecteurs sur les progrès puis les prochaines étapes du projet au SALIS. Passons maintenant aux outils de collecte de données que je vais utiliser. Premièrement, mon mémoire va être basé sur le contenu d'entrevues qui vont être réalisés auprès des membres de l'équipe et des partenaires de la recherche qui souhaitent y participer. L'objectif, c'est vraiment d'inviter les participants à se prononcer sur leurs besoins et leurs habitudes en termes de communication du risque. Ils vont aussi être amenés à commenter les stratégies de communication qui ont été déployées jusqu'ici dans le projet. Deuxièmement, mon mémoire va aussi être fondé sur un journal de bord que j'aurai tenu depuis le début et sans oublier les différents outils de communication qui ont été élaborés lors du projet. Donc, pour conclure, dans un contexte où les changements climatiques et les catastrophes naturelles s'accentuent, la communication vient vraiment jouer un rôle majeur dans l'atténuation et la gestion des risques. Il incombe donc aux experts qui ont une connaissance éclairée des enjeux de communiquer afin de minimiser les conséquences liées à ces types d'aléas. Mon projet de recherche, je l'espère, aura des retombées pour les chercheurs qui sont un peu moins familiers avec la communication. Je souhaite aussi faire ressortir des constats concrets sur les meilleures et les moins bonnes pratiques à adopter pour favoriser une bonne gestion des communications dans le cadre d'un projet de recherche. Et pour la société en général, je pense que cette recherche va mener à une meilleure compréhension du phénomène de salinisation et de sa complexité, un enjeu qui peut juste s'aggraver si aucune action est prise. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et un grand merci au risque aussi d'avoir financé ma recherche. Merci beaucoup, Marilène, d'avoir bien respecté le temps. Alors, on a 6-7 minutes pour des questions, commentaires, rétroactions sur la présentation de Marilène. Je vois Alexandre. Merci, Marilène, pour ta présentation. Je me demandais, durant ta recherche, est-ce que tu as repéré, disons, d'autres études comparables ou on peut dire des précédents qui s'intéressent aussi à la communication scientifique? J'aimerais ça en connaître d'autres initiatives qui sont inspirantes là, sur ce point-là. Pour l'instant, je dirais que je n'ai pas vraiment retrouvé d'autres études similaires. C'est pour ça que notre recherche est quand même ma recherche est assez différente. Mais oui, moi aussi, là, si jamais quelqu'un en connaît, je serais prenante là, parce que je ne trouve pas beaucoup de choses sur le sujet. Parfait, merci Alexandre. Pascal. Oui, bonjour Marilène. Je voulais savoir, est-ce que tu as pensé à une stratégie pour savoir si les outils de communication qui sont développés, si ils rejoignent les citoyens? Y a-t-il une stratégie pour savoir justement si... Pour l'instant, je pense qu'on est plus dans l'optique de communication de masse et on a moins ciblé les citoyens, justement parce qu'il y avait un enjeu. Si jamais on ciblait tout de suite les citoyens puis vous voulez avoir les résultats de votre recherche, on n'allait pas pouvoir les éclairer ni peut-être soulager leur anxiété. Donc, pour l'instant, on n'a pas tenté de trop communiquer envers les citoyens. C'est vraiment juste très, très large et probablement, là, plus la recherche va avancer, plus on pourra cibler justement nos communications. Merci.
Merci Pascal. Marilyn, merci. Bernard, est-ce que tu veux réagir là-dessus? Oui. Ton micro. Ton micro. Je voulais préciser que la communication auprès des citoyens est en train de commencer puisque maintenant on commence à rentrer dans la phase d'échantillonnage. On a préparé le matériel avant pour être capable de l'avoir à partir du moment où on en a besoin. Et pour répondre à la question de Pascal, c'est évident qu'à partir du moment où le matériel va commencer à circuler, les réactions vont avoir un impact sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a dit ou sur la façon dont on va le travailler. Mais on ne peut pas juste attendre de sortir, de parler puis d'écouter ce que les gens vont nous dire. On est obligé de partir avec un matériel qui va déjà avoir pris du temps à préparer. Merci Bernard. Monsieur Saint-Jean, je n'ai pas votre prénom malheureusement, je ne vois pas là. Bonjour Laurent. Là. Petite question, un peu comme on fait dans des annonces, on a des rapports, 200 pages, on a des résumés, 5 pages, puis on a des communiqués de presse que les médias adorent. Oui. 3 lignes, des chiffres, des hyperliens, puis des personnes ressources. Est-ce que c'est dans votre stratégie de... Parce que dans le fond, les journaux locaux, puis là, je parle en même temps de M. Bernatchez qui doit avoir beaucoup d'expérience là-dedans, là. Les journaux locaux, il faut avoir une belle ligne qui est claire et qui part en boucle parce que c'est la même, on lit à peu près les mêmes extraits dans tous les journaux locaux lorsqu'il y a des annonces gouvernementales. Mais c'est là où le ragot commence, c'est là où le téléphone, tout ce que tu veux, grec, arabe, ça part dans tous les sens. Et puis là, on est dans là, il faut défaire ça après ça parce que là, les citoyens se parlent sur la grève ou sur la plage puis ils se disent hey, j'ai lu ça, j'ai entendu ça. Est-ce que vous avez une stratégie d'aller vers du synthèse qui est envoyé vers les médias? Pour l'instant, on avait déjà diffusé un communiqué de presse au début du projet. En fait, le RISC et le RQM avaient diffusé un communiqué. Mais moi, justement, j'avais co-rédigé ce communiqué-là parce que, en plus de mes 2 chapeaux d'étudiante et des responsables des communications pour Salis, je suis également responsable des communications pour le RISC. Donc, c'est ça, on avait ciblé certains médias et justement, Radio-Canada, c'est là qu'ils avaient déjà commencé à parler du projet avant même qu'on commence. Et puis ensuite, quand on a lancé les outils de communication, là, on a ciblé justement l'UQAM, l'UQAR et eux, leur service des communications ont produit un communiqué avec les informations qu'on leur a envoyées et c'est comme ça que ça a encore été repris à la Semaine verte et à Radio-Canada. Êtes-vous satisfait de ce qui a été repris? On a été très satisfaits. On ne s'attendait pas à autant de retombées médiatiques, honnêtement. Mais pas de distorsion, c'est ça que je veux dire? Non, pas de distorsion. Pas pour l'instant, en tout cas. Parce que c'est difficile d'expliquer quelque chose de complexe en 1 minute 3 secondes. Ben, je pense qu'on a tellement passé du temps pour tenter de vulgariser ce phénomène qui est quand même assez complexe dans tous nos outils qu'on a créés que j'ose penser, j'ose croire et espérer que le message sur la salinisation des pluies, tout le monde est en mesure de le comprendre, de le comprendre maintenant. Merci. Merci Laurent pour le commentaire question. Bernard, si tu veux réagir là-dessus, tu as 20 secondes maximum. Micro. 15 secondes. Question très pertinente et très intéressante, d'où l'importance de bien préparer son matériel pour éviter au maximum, même on ne peut pas l'éviter complètement, mais ce phénomène-là de rumeurs, de distorsion. Alors, oui, ça fait partie du travail que fait Marilyn de montrer comment on peut orienter de façon intéressante la communication sur un enjeu complexe et un enjeu qui risque aussi de créer des inquiétudes. Merci Bernard. Philippe, une courte question, très courte. Oui, très courte question, mais tu pourras nous répondre par courriel. Quel conseil tu nous donnerais à un chercheur qui fait de la science opérationnelle en termes de communication? Là, il faudrait m'expliquer c'est quoi la science opérationnelle. Je pense que ça va prendre plusieurs minutes. Oui, je vais t'écrire par courriel, ça va être plus simple, c'est en termes de prévision hydrologique. OK.
Parfait. J'attendrai ton courriel. Parfait. Merci. Tout à fait. Je vous encourage à continuer d'échanger. C'est une bonne chose du colloque. Donc, merci, Marilyn, pour ta présentation. Puis, bonne continuation en Grèce. Si tu as d'autres anecdotes, on va les féliciter. Merci beaucoup. On va terminer